Bonjour. Bonjour. Quel reproche faites-vous aux morales déontologiques et conséquentialistes et pourquoi vous tournez-vous vers l'éthique de la vertu? Alors, est-ce que tout le monde sait ce qu'est une morale déontologique et une morale conséquentialiste? Non, je vais reprendre. Et comme ça, je répondrai. Morale déontologique, de déonta, devoir, ça veut dire qu'une action est bonne quand on respecte un principe. On applique un principe. Exemple en médecine, le principe du consentement libre et éclairé. Vous avez une opération, on ne va pas vous transformer en cobaye, on va vous demander si vous êtes d'accord. Voilà. Donc, le champion de la morale déontologique, c'est Kant. Ne ment pas, etc. Une morale conséquentialiste, c'est une morale où une action est bonne quand les conséquences de mon action sont bonnes. Donc là, l'accent n'est pas sur des principes un peu abstraits, mais sur la situation concrète. Une action est bonne quand elle génère des effets positifs. Bon, il y a plusieurs modalités du conséquentialisme, donc c'est très important de savoir quelles sont les conséquences de mes actions et de les peser, d'anticiper l'impact de mes actions sur les autres. Par exemple, Peter Singer, un des champions de l'éthique animale, eh bien, est utilitariste, il est conséquentialiste. Pourquoi l'alimentation carnée n'est pas bonne moralement selon lui? Parce qu'elle génère un nombre infini de souffrances à des êtres en nombre infini aussi. Elle génère beaucoup de souffrances pour des êtres, pour beaucoup d'animaux. Et donc, c'est une action, le fait de manger de la viande, problématique. Alors qu'une action bonne, c'est une action qui génère beaucoup de plaisir pour beaucoup de monde. Alors, l'éthique des vertus, c'est une troisième approche de la morale tout à fait différente, qui met l'accent ni sur les conséquences, ni sur les principes, mais sur les manières d'être. Sur comment faut-il être pour bien agir. Le tact. Par exemple, si vous êtes médecin, vous recevez un malade qui a une maladie grave, vous n'allez pas lui dire « Écoutez, madame, vous avez un cancer du pancréas, il y en a pour 3 mois, en plus, vous allez beaucoup souffrir. » Vous n'allez pas dire ça comme ça. Il y a une manière de s'adresser aux personnes, le tact, des traits moraux, une manière d'être qui fait que je peux avoir une relation respectueuse à autrui. Donc l'éthique des vertus, c'est une morale, une éthique qui met l'accent sur les manières d'être et plus précisément sur les dispositions morales à acquérir afin d'avoir du plaisir à faire une bonne action, afin par exemple d'avoir du plaisir à changer ses styles de vie, non pas à se forcer pour manger autrement, pour consommer moins, mais à faire en sorte que la sobriété, le désir de consommer autrement devienne une part de soi, une habitude. Donc le champion, c'est Aristote, de cette morale, qui, dans l'éthique à Nicomaque, où les exemples qu'il prend, c'est le médecin, le bon politique, le politique ou le juge. Quand on a affaire à des situations imprévisibles, en politique, c'est toujours des gens différents, des situations, en médecine, toujours des malades différents, quand on rend la justice, il n'y a pas dans le ciel des idées une méthode. Le juste milieu, le bon moment, la bonne manière d'agir, par rapport à un malade, le bon régime est différent selon qu'on a affaire à un enfant ou à un adulte de 70 kilos. C'est toujours un juste milieu entre l'excès et le défaut, mais ça dépend des situations. Et il faut une attitude, des qualités humaines, des traits moraux à la fois intellectuels et qui impliquent un certain régime de son affectivité. Et moi, donc l'éthique des vertus, vous voyez, c'est une approche de la morale qui ne s'oppose pas à la morale déontologique, au principe, ni à l'anticipation des conséquences, mais qui les complète. Et qui vise à mettre l'accent sur les motivations des gens, ce qui les pousse à agir. Qu'est-ce qui vous pousse à agir, à changer vos styles de vie, à vous engager? Et vous voyez que et je m'arrêterai là, pourquoi j'ai voulu reprendre, et de manière un peu moins poussiéreuse, vous verrez, je crois, cette vieille approche de la morale, c'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes devant des paradoxes. Tout le monde sait que les animaux souffrent tous les jours, dans beaucoup de pratiques. 70 milliards d'animaux sont tués dans le monde par année juste pour l'alimentation carnée. Je ne parle pas des poissons, je ne parle pas de tous ceux qui subissent l'impact de la déforestation, etc., etc. Tout le monde sait ce qui se passe. L214 a fait des vidéos, etc. Mais qui change ses styles de vie? Et les politiques ont-ils modifié les modalités, les modes de production? Non. L'écologie, tout le monde sait que le réchauffement climatique, ce n'est pas une parole en l'air, que ça aura des conséquences sur la vie. Il y a des endroits du monde où on ne pourra plus respirer, où il y aura des conséquences sur le régime des pluies, et irréversibles. Bon.
il n'y a pas beaucoup de gens qui transforment aussi les modes de production, l'économie, c'est la transition énergétique peine, bon, etc., etc. Donc ça veut dire qu'en théorie, on a tout, en pratique, eh bien, il y a un problème. Le passage de la théorie à la pratique, de la conscience à l'action, ce passage ne se fait pas. Et pour combler ce vide entre la théorie et la pratique, pour réconcilier l'humain, sa raison et son cœur, eh bien moi j'ai essayé de reprendre l'éthique des vertus qui s'interroge sur ce qui pousse chacun à agir, sa raison, mais aussi ses affects, ses émotions, ses désirs. Et que justement, je trouvais que l'écologie était souvent, comme disait Ségolène Royal, punitive. Ben là, il n'y a pas tort sur une chose, c'est que souvent il y a des « il doit, il faut ». Toute la journée, on vous dit « il faut ». Hein, il faut faire ceci, triter les ordures, etc. etc. C'est bien, mais que si vous voulez changer vos styles de vie, il faut en avoir le désir profond et que le respect des animaux et plus ce que j'appelle la considération vers les animaux, eh bien, ça ne découle pas des devoirs, de formules abstraites, ça découle d'une transformation de son regard où tout d'un coup les animaux deviennent des êtres vulnérables dont la vie est très importante pour eux, qui sont chacun des quelqu'un, qui ont le droit d'exister et leur épanouissement devient une composante de mon propre épanouissement. Du coup, leur beauté leur est plus fatale. La beauté du tigre ne devient pas une raison pour l'encager, mais devient une raison pour souhaiter qu'il soit dans la savane, même si évidemment il va croquer quelques gazelles. Hein, mais, vous voyez, et donc du coup, vous voyez, le regard se transforme. Donc j'ai voulu faire une éthique des vertus pour combler cet écart, ce divorce, à la fois en chacun de nous, entre notre pensée, nos actions, la théorie et la pratique, qui explique certains retards au niveau des individus qui peinent à changer et qui explique aussi que nous ne poussions pas nos gouvernants à modifier les modes de production et à engager ce processus de transition écologique et solidaire. Et Nicolas Hulot avait bien raison de trouver ce mot. Transition, ça veut dire qu'on prend une trajectoire, qu'on change petit à petit, mais on a un horizon, une vision, on sait pourquoi, on sait où on va, et on se donne ici et maintenant, de manière pragmatique, les moyens d'y arriver. Voilà. Oui ? J'ai vu une jeune femme qui levait le doigt. Ah, c'était votre pull. Alors, vous voulez vous lever, comme ça je vous vois bien. Au sujet du manifeste animaliste, oui. Au début, notamment sur le rapport entre l'homme et l'animal. Oui. Le nous, à quoi il correspond? Est-ce que ce serait pour parler d'humanité ou par exemple d'une société en particulier? Nous. Alors, très bonne question. Alors d'abord, je vais me permettre une petite remarque. L'homme et l'animal. L'homme. Hein? Non, le mensch, l'être humain, moi je dirais. C'est quand même des femmes, d'abord. Hein? Et puis l'homme, l'animal. Bon, l'être humain, moi j'ai envie de dire les animaux. Il n'y a pas d'animal, ça n'existe pas, il y a des animaux. Vous savez que Derrida, Jacques Derrida, beau philosophe, grand et beau, magnifique, très doué, mort dans les années 2000, avait inventé un mot, animaux, A-N-I-M-O-T. Il avait joué sur les mots, il dit les philosophes se sont donné le mot, M-O-T, pour parler des animaux au singulier. Ils mettent tout dans un bloc homogène, les serpents, les tigres, les vaches, les insectes et tout. Il a dit, il faut arrêter. Il y a une diversité des animaux. Et moi j'ajouterais que les animaux, il faut toujours voir leur diversité, mais aussi l'hétérogénéité, le caractère incomparable des animaux. Souvent, même ceux qui les aiment ont tendance à hiérarchiser, à dire, bon ben l'insecte ça vaut rien, le serpent pas terrible, le cheval c'est mieux, le gorille c'est super, il nous ressemble. Alors je pense que Merleau-Ponty, philosophe décédé trop jeune, à 53 ans, disait dans un de ses causeries en 48, « Les animaux mettent en forme le monde. Ce sont d'autres existences. Ils ne sont pas rivés à l'instinct, hein, comme des brutes. Ils sont jetés dans une existence dont ils n'ont pas la clé. Ça veut dire qu'ils sont inquiets.
qu'ils s'interrogent et que tout leur tombe pas tout cru dans la gueule, hein, sauf nos chats qui ont, ou nos chiens qu'on gave, hein, et qui ont tout le couvert, le 5 étoiles et tout. Hein. Mais bon, je parlerai du chat, si vous voulez, parce que c'est une question philosophique majeure, le chat. Une aporie totale, hein, un problème sans solution. Le chat étant admirable, mais un super carnivore et un serial killer. Hein, ce qui, pour un vegan, est un problème sans solution, une aporie. Hein, je ne sais pas si vous connaissez le mot, A-P-O-R-I-E, mais pour les premières, eh bien, pensez à une tête de chat. Vous aurez l'illustration de l'aporie. Une végane qui a un chat, et pourtant, moi, j'ai une addiction aux chats. Hein. Je les aime, je les adore même. Mais je sais comment ils sont. Alors, donc, la question que vous me posiez, ce nous, c'est qui? Ben, nous, c'est l'humanité. C'est l'humanité, les humains, mais peut-être aussi surtout les humains d'aujourd'hui. Les humains après la Seconde Guerre mondiale. Moi, je dirais les humains, c'est vrai, surtout au XXe siècle, quand l'élevage s'est industrialisé, ce qui est un projet qui commence au XIXe siècle et qui, pensez aux abattoirs de Chicago au début du XXe, fait qu'on va découper, on va programmer l'animal, les animaux d'élevage, dits de rente, on va les assigner à une fonction, la vache fera du lait, ce sera bon, on va les élever au mépris de leurs besoins de base, des besoins des poules d'étendre leurs ailes, des besoins des cochons de fouiner le sol et d'élever les petits en société, hein, pour les truies, puisqu'on les mettra en cage 150 jours par an, encore en France. Eh bien, tout ça, cette manière de faire bon marché des animaux, en les élevant au mépris de leurs besoins de base, au mépris aussi de leurs individualités, eh bien, c'est un coup de projecteur sur ce que nous sommes devenus, nous, humanité, qui habitons dans un monde où le modèle de développement est fondé sur l'exploitation des ressources, sans limite, l'exploitation des autres vivants, sans limite, l'exploitation parfois d'autres humains, sans limite, parfois. Et donc, du coup, cette exploitation des animaux au mépris de leurs besoins de base. Et là, vous voyez qu'il y a une rupture entre l'élevage dit extensif, traditionnel, et l'élevage intensif. C'est vrai que dans l'élevage extensif, bon, l'élevage, ça commence au néolithique, c'est 10 000 ans. On n'a pas fait de l'élevage pour les animaux, c'est pour l'humain. Hein, faut pas rêver, c'est quand même une situation de domination. Hein, et disant ça, vous voyez que je suis un petit peu abolitionniste, même carrément, mais bon, ferme ma parenthèse. Mais n'empêche qu'au départ, d'abord, c'était pas toujours pour les manger. Puis on a domestiqué des animaux qui se domestiquent, des gentils, des moutons, des vaches, pas des serpents ni des alligators. Hein. Donc des gentils, on les a sélectionnés, hein, bon, petit à petit. Et puis c'est vrai, mais au départ, bon, l'élevage, vous prenez dans les années 50, les vaches avaient tout un prénom, elles avaient leur corde, elles vivaient à environ 12 ans. Aujourd'hui, elles vivent 4 ans maximum. Elles arrivent à l'abattoir usées, desséchées, souvent avec des cancers de l'utérus, parce qu'elles ont tellement métabolisé, parce qu'on leur demande tellement de faire du lait, 10 fois plus qu'il y a 30 ans, qu'elles ont des cancers. Donc elles puent. Si vous visitez un jour un abattoir, vous verrez l'état des vaches. D'ailleurs, elles servent souvent, ces vaches usées, non pas à la consommation de viande pour humains, mais à la consommation de viande pour animaux. Donc, voilà, ces vaches 4 ans. Les cochons, c'est 150 jours, 110 jours. Enfin, on mange des bébés, quoi, ou des ados. Hein. Les poulets, quelques semaines. Bon, moi, je me rappelle, dans ma campagne, puisque je suis née par ici, les poules vivaient 10 ans. Il n'y a plus de poules qui ont 10 ans. Sauf dans le jardin de grand-mère, etc. Hein. Donc, du coup, l'élevage industriel est une rupture. Et je pense que c'est, pour moi, le miroir de ce que nous sommes devenus au fil du temps, nous qui avons accepté ce système qui nous conduit dans le mur et qui a des contre-productivités au niveau environnemental, le coût environnemental de la viande est énorme, social, il y a 865 millions de personnes qui souffrent de faim et 2 milliards dans le monde de malnutrition, c'est-à-dire qu'elles ont à peu près 1500 calories par jour, kilocalories, mais il n'y a pas d'oligo-éléments, ce qui fait que les gens ont des problèmes aux yeux, ne voient pas, perdent leurs cheveux, etc. Donc ça fait presque 3 milliards sur 7,8 milliards de gens qui souffrent de problèmes de faim, de malnutrition, sans parler de l'eau. Et une des raisons de la faim dans le monde, qui touche
en priorité les paysans, figurez-vous, en Afrique subsaharienne ou ailleurs, c'est que on accapare leurs terres et qu'elles sont utilisées pour produire du coton, etc. Donc il y a un impact de la consommation de produits animaliers aussi, accaparement des terres en Amérique latine pour produire du soja à destination du bétail américain et européen et non à destination des personnes. Donc vous voyez que tout est lié. La production, la demande en produits animaliers, en viande, de bœuf par exemple notamment, a des conséquences sur les échanges, sur la distribution, la répartition des terres, que j'appelle nourriture, dans un livre éponyme, et ça a un coût environnemental, déforestation et tout ça. Et évidemment, les animaux, par leur souffrance, par ce qu'on leur fait chaque jour, par cette vie de frustration qu'on leur impose, ces conditions d'abattage, pas toujours avec étourdissement, etc., eh bien, on en a tellement honte qu'on le cache, sauf qu'il y a le 214 et d'autres qui montrent ça. Bref, vous voyez, je pense que c'est notre honte commune. Donc ce nous, pourquoi j'ai employé le nous? Parce que même les véganes, même nous, eh bien, ces fautes-là de l'humanité pèsent sur notre innocence. Tout le monde est responsable. Mais je pense aussi, donc ça veut dire qu'il ne faut pas désigner le boucher, l'autre comme un coupable. Il est pris dans ce système. Mais ça veut pas, on s'est trompé. Ben moi, je pense qu'il est temps d'en sortir. La question, c'est pas de pointer les coupables, c'est de se mettre sur une trajectoire où, quelles que soient nos différences d'horizon, ceux qui veulent la fin de l'exploitation animale, ceux qui disent on va seulement améliorer, quelles que soient ces différences, on avance. Donc ce nous, et d'ailleurs ce nous fait écho au départ et à la fin, avec la dernière phrase du manifeste, nous avons un monde à y gagner. Et si vous avez lu Marx, lui il dit ils ont un monde à y gagner. Parce que lui, eux, c'est les prolétaires contre le capital. Il oppose. Moi, je me dis, nous avons un monde à y gagner. C'est-à-dire que même les mangeurs de viande, même les dresseurs, moi, je leur trouve un job. Je les reconvertis. On change la société. Il n'y a pas, j'avais écrit ce manifeste pour convaincre, pas seulement ceux qui sont déjà convaincus, auxquels il s'agissait de donner une stratégie pour politiser cette cause, pour faire qu'on arrive à avancer. Mais aussi pour ceux qui étaient perplexes. Moi, ce qui m'intéressait, c'était comme le proviseur adjoint, les gens qui se posent des questions mais qui n'ont pas encore changé leur style de vie. Voilà, comment aller dans leur tête pour qu'ils changent. Mais aussi les gens qui savent ce qui se passe et qui ne savent pas comment agir, qui pensent qu'on sera ruiné si on arrête par exemple l'élevage intensif, qui n'ont pas les idées comment faire en sorte que dans ce modèle de développement, on sorte peu à peu, parce qu'on ne peut pas sortir du jour au lendemain, et quel volet, quel niveau, quelle solution. Donc vous voyez, ce nous, il est fondamental, et vous avez tout à fait raison d'insister là-dessus. Ce n'est pas un texte qui dit « ouais, nous les véganes », non, c'est nous, tout le monde. Parce que on est né, moi vous savez, j'ai 51 ans, j'ai mangé de la viande jusqu'à 35 ans, donc j'ai quand même mis du temps. 34. Ça a mis du temps là-dedans. Hein. Donc, alors évidemment, après, quand j'ai eu mon choc, je ne suis pas revenue. Parce qu'on est tous nés dans un monde où on nous a dit que les animaux étaient là pour nous servir. Qu'il fallait manger de la viande, on nous disait que c'était même bon, le plat de résistance. Et quand je suis devenue végétarienne, moi, je ne savais pas cuisiner du tout. Hein. Enfin, je veux dire, je faisais n'importe quoi. Hein. Donc, j'ai pris des cours, on m'a aidé, pour ne pas avoir de problème, puis j'ai compris que c'était génial, quoi. Mais, donc, on est tous nés dans un monde où les animaux étaient là seulement comme des moyens au service de nos fins. On a des préjugés, notre société, elle est fondée là-dessus. Hélas. Donc, il ne faut pas jeter la honte sur certaines personnes. Mais il faut maintenant sortir. Voilà, nous. Bonjour, j'ai une question. Je voulais vous demander qu'est-ce qui vous a permis d'avoir en fait ce déclic de plus vouloir manger de viande et donc de défendre la cause animale. Alors, bien moi, j'ai eu 2 étapes. La première, c'est environ vers 2003, 2002-2003. J'étais en train de... J'avais fini ma thèse sur Léo Strauss, un philosophe juif allemand très compliqué. J'adore. Mais... Bon, c'était ma thèse, mais c'était de la grande artillerie allemande, hein, philo-politique, du lourd, quoi. Je traduisais des textes allemands à l'époque, bon. Et j'ai
j'étais sensible à la question écologique déjà, des biotechnologies, l'écologie, parce que pour moi la démocratie devait affronter des défis qui sont en dehors de la philosophie, donc je m'intéressais beaucoup déjà à la question de la bombe atomique, Günther Anders, tout ça. Encore un juif allemand, moi je les aime bien, mes préférés les auteurs juifs allemands. Günther Anders, c'est le premier mari d'Hannah Arendt. Hein. Elle l'a plaqué, mais bon, il en a mal, il a eu du mal, hein, mais bon. Donc, voilà, et les questions de l'écologie, la question me travaillait, et la question du bien-être animal, au départ, c'est invité là-dedans. Donc moi, si vous voulez, le foie gras, d'abord, je ne supportais pas. Déjà, il y a certaines choses que je ne supportais pas. La corrida, il ne fallait pas m'en parler. J'avais quand même des petites choses que je n'aimais pas du tout, parce que je trouvais que c'était de la cruauté à l'état pur. Je disais à mes parents, moi à Noël, pas de foie gras, c'est de la torture en boîte. Ça, non. Donc du coup, je suis devenue végétarienne, j'ai appris à cuisiner. Hein, végétarien, parce qu'au début, je ne savais même pas... manger des fèves et des pois cassés, j'avais oublié ce que c'était. Enfin, j'étais catastrophe. Hein. Moi, c'était micro-ondes et tout. Enfin, bon, donc du coup, au début, ça a été ça. Et puis, pour moi, c'était important de ne pas être complice de la souffrance animale. Donc déjà, mais j'étais que végétarienne. C'est-à-dire que j'avais encore des chaussures en cuir. J'adorais le cuir. J'avais des pantalons en cuir. Parce que moi, j'aime bien le rock. J'adore Mick Jagger est mon idole. Je sais qu'il est malade en ce moment, j'en souffre beaucoup, je l'aime. Mais, je ne sais pas, mais... Bon, donc le cuir, je n'avais pas remarqué. La fourrure, je savais. Donc, il y avait des choses que je ne voyais pas. Hein. Mais j'étais végétarienne, ça. Il n'y avait plus ni viande, ni poisson. J'avais encore du fromage, encore des œufs. Je suis allée aux États-Unis en 2006. À un moment où je ne trouvais pas de poste en fac, j'en avais marre. Je suis partie, j'ai adoré, j'ai enseigné l'éthique médicale en anglais. Au début, j'étais nulle en anglais. Donc, du coup, j'ai dû me mettre aux travaux forcés. Après, j'étais assez fière de mon anglais. Bon, je suis revenue. Alors, déjà là-bas, j'avais des étudiants, j'enseignais en fac, éthique médicale, qui étaient vachement intéressés par ces questions. Les États-Unis, c'est quand même très ouvert. Et puis là-bas, j'étais végétarienne, je ne me planquais pas. Alors qu'en 2003, j'étais végétarienne, mais je le cachais à certains de mes collègues. Parce qu'ils me disaient, oui, c'est pour ça que tu es maigre, tu es pâle. Je prenais des réflexions comme ça. Hein. Ouais, de toute façon, toi, tu es à 7. Ça ne m'étonne pas. Tu ne sais pas vivre. Une fois, on m'avait dit ça. Je respirais peut-être pas la joie de vivre, il faut reconnaître. Mais, donc, je me suis barrée aux États-Unis. Et là, c'est vrai que là, il y avait des plats pour les véganes. Il y a tout, quoi, là-bas. Vous n'avez même pas à vous expliquer qui est végétarien, c'était facile. C'était beaucoup mieux. Et je me rappelle, je recevais les étudiants qui adoraient mon accent français atroce. Hein. I can't, vous voyez, au départ, c'était ça. Et donc, certains étaient un peu là-dedans. Bon. Donc, je trouvais que, bon, voilà. Et je suis revenue. Donc, j'étais végétarienne, je suis revenue. Et là, j'ai fait à peu près 1 an 9 mois, en fait, de visite d'hôpitaux pour écrire un livre qui s'appelle L'autonomie brisée, bioéthique et philosophie. D'hôpitaux, j'ai vu des malades qui avaient le cancer en fin de vie, beaucoup, soins palliatifs, donc Alzheimer, vieillard dément, beaucoup de gens traumatisés crâniens après des accidents, travailler avec des médecins sur les arrêts de traitement. J'avais déjà travaillé là-dessus à Boston et j'étais en train d'écrire un livre là-dessus. Et j'ai découvert, j'étais en train, donc pendant 3 fois par semaine, je passais 4-5 heures à l'hôpital avec un médecin qui m'a beaucoup ouvert tout ça, qui m'a permis d'avoir accès à des dossiers, à rencontrer donc, des gens qui souffrent beaucoup, qui ont parfois plus de la capacité à penser, qui sont dans un état de vulnérabilité. Et j'ai écrit ce qui a été le point de départ de ma pensée, l'éthique de la vulnérabilité, où on saisit l'humain quand il ne parle plus, et pourtant il y a une dignité, même si on ne parle plus, si on fait... Voilà, tout ça. Et l'après-midi, je revenais. Je n'avais pas de poste en fac, j'avais arrêté 1 an de travailler, enfin je faisais que ça, j'allais écrire, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Et je ne pouvais pas m'empêcher l'après-midi de réfléchir au destin des animaux qui partagent avec les humains la vulnérabilité. C'est-à-dire, vulnus, ça vient de blessure, la capacité à souffrir, la capacité à éprouver le plaisir, mais aussi la souffrance, qui a un contenu psychique, l'ennui, le stress, la douleur. Donc, ils sont comme nous sur ça. Ils ne parlent pas, et pourtant, ils ont plein de choses à dire. Comme moi, les malades que je voyais, qui ne parlaient pas, mais certains qui avaient des AVC, hein, donc qui ne pouvaient plus parler pendant quelque temps, mais ils vous regardaient, ils avaient quelque chose à dire.
Il fallait aller les chercher. Je voyais des soignants qui essayaient d'établir un contact avec des gens qui ne parlent plus, avec des vieillards déments. Donc, ça veut dire que l'humain, ce qui compte, ce n'est pas tant la pensée, l'élaboration intellectuelle, c'est aussi ce qu'il y a derrière. Donc, j'étais en train d'écrire mon éthique de la vulnérabilité, puis la question animale s'est réimposée au cœur de mon travail. Avant, j'étais végétarienne, mais ce n'était pas entré dans ma pensée. Là, elle est entrée, et moi, elle a fait effraction dans ma vie. C'est-à-dire que la douleur pour la douleur des animaux, la souffrance pour la souffrance des animaux m'a envahi. Et j'ai voulu tout savoir. Donc en plus de mes visites dans les hôpitaux, j'ai enquêté, si vous voulez, j'ai regardé tout un tas de vidéos. À l'époque, L214 n'était pas encore né, 2007. Donc Fondation Bardot, tout, enfin j'ai regardé, j'ai lu plein de choses, j'ai lu tous les grands maîtres de l'éthique animale, mais ça j'avais déjà commencé aux États-Unis, Peter Singer, etc. Donc sur l'expérimentation animale, je suis devenue incollable. Sur l'élevage, je suis juste ce qu'ils faisaient, comment la réalité dépasse la fiction, pourquoi ils mettent des boules qui est quand ils castrent à vif les porcelets, pourquoi, ouais. Donc j'ai voulu tout savoir. J'ai regardé quelques vidéos, mais surtout j'ai lu beaucoup. Et là, si vous voulez, c'est devenu, c'est ce que j'explique, ça m'a kidnappée. Donc j'étais déjà végétarienne, mais là, c'était en 2007, ça m'a kidnappée, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'un rapt. C'est-à-dire que là, j'ai ouvert les yeux sur notre honte commune, sur ce que nous faisons chaque jour aux animaux, de manière décomplexée. Dans l'élevage intensif, dans l'expérimentation pour les maquillages, etc., dans le cuir, dans la fourrure, où on gaze les visons, ou en Chine, où les dépasse vivants, etc. Je me suis interrogée les éléphants, dans les cirques, pourquoi ils sont cassés les éléphants? Parce que les éléphants, tout leur corps repose sur les pattes de devant. Donc quand vous demandez à un éléphant de faire des exercices pour mettre sur un tabouret ou les pattes comme ça le détruit complètement le bassin et tout ça. Ils souffrent sans arrêt. Ils sont complètement cassés. Sur les stéréotypies, vous savez, ces mouvements sans sens qui font comme ça, ils se balancent d'un côté de l'autre, ou les tigres qui tournent en rond sur eux-mêmes, etc. Voilà. Donc j'ai voulu... Et là, et si vous voulez, ça est devenu quelque chose qui s'est vraiment, mais imaginez un rapt, quoi. C'est-à-dire que vous devenez l'otage d'une question. Vous pouvez plus revenir chez vous. Vous êtes arraché à vos propres intérêts parce que quelque chose vous prend en otage. Et là, j'ai écrit dans l'autonomie brisée 50 pages là-dessus, mais il m'a fallu encore 2 ans pour trouver ma propre approche, la cause animale, qui est une approche où je m'interroge moins sur le statut moral et juridique des animaux, pourquoi il faudrait les respecter ou leur donner des droits, mais je m'interroge sur ce que disent de nous nos usages des animaux, comment ça creuse les traits de notre visage, comment ça met en accusation ce que nous sommes, le mode de développement que nous avons, comment ça révèle l'injustice de notre justice, et comment cette question stratégique fait trembler tout l'édifice moral et politique que nous avons construit, mais comment aussi elle est une invitation à modifier cet édifice éthique et politique et à compléter l'humanisme en cherchant une autre conception de l'homme. Donc, et là, tout le travail que je faisais en éthique médicale, qui était déjà centré sur la responsabilité, Lévinas, sur l'humanisme, est devenu... La question animale s'est installée vraiment comme un chat qui prendrait... Vous savez, un chat, quand ils prennent leurs aises, vous êtes là, tranquille, ils se mettent sur vous, là. Pareil, elle s'est installée au cœur de mon travail, de manière comme un chapitre essentiel. Mais dans ma vie, c'est une effraction. Et ça a été très difficile. Et je peux vous dire que vous confiez quelque chose. C'était en 2007, donc il y a quand même déjà 12 ans. Je croyais qu'écrivant livre après livre, article après article, parfois commettant un article dans des journaux, etc., je pensais qu'au fur et à mesure où je bâtissais mon système, et moi j'ai une pensée hyper systématique, c'est à l'allemande, comme ça. Bien, j'aime bien la construction, moi un livre en appelle un autre. Eh bien, je pensais que plus j'aurais d'armature conceptuelle, plus je serais solide. Eh bien, c'est le contraire qui s'est passé. Plus les années passent, plus je souffre de la cause animale. C'est ça qui est très étrange. C'est-à-dire que je pensais qu'au fil du temps,
Non, je savais que ce ne m'apaiserait pas, mais que j'en souffrirais au point d'en être parfois souvent réveillée la nuit, d'être si inquiétée, si déprimée parfois par ça, ça m'étonne. Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment une cause difficile. Parce qu'elle est difficile parce que les animaux souffrent, mais elle est difficile aussi parce qu'on prend conscience de ce que les humains sont capables de faire, et on prend conscience aussi de l'inertie, du fait que tout le monde sait et on ne fait rien. Et ça, c'est extrêmement troublant. Et du coup, c'est très difficile de garder son optimisme. Et pourtant, il faut le garder. Voilà. Et que je crois que c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on devient animaliste, à ne pas tomber dans la détestation d'autrui, à ne pas faire la police végane. Hein, du cuir. Tiens, il y a un peu de miel. Ça, c'est la police végane. Il faut comprendre que tout le monde a des préjugés, qu'on est né soi-même avec des préjugés, vous peut-être moins, mais nous, personne à l'école. Moi, quand j'avais 18 ans, non mais ce qu'on dit là, inimaginable. Mais même en fac. Bon, vous allez me dire, en fac, en France, c'est toujours pareil. Vous allez à la Sorbonne, personne ne parle de ça. Hein. On a 50 ans de retard, c'est toujours aussi poussiéreux. Aux États-Unis, non. Mais, je veux dire, il y a une conscience qui s'est éveillée, là. Hein. C'est évident chez vous, votre génération. Sur l'écologie, la cause animale, c'est évident. Donc ça, c'est un espoir. Mais, voilà, je pense qu'il faut faire très attention. C'est une cause difficile à porter, parce qu'en plus, elle isole. Hein. On est quand même une minorité. Donc, il faut une stratégie. Il faut faire très attention à ce que cette cause ne devienne pas l'alibi pour dénoncer autrui, pour mépriser autrui. Il faut avoir de la compassion. Éviter les passions tristes. Oui, les passions tristes. Il faut avoir de la compassion aussi pour les gens qui, c'est très difficile, qui ne pensent pas du tout comme vous et qui se comportent comme des gens cruels, quoi, même dans la chasse à courre. C'est très difficile. Hein. Et puis au plus, il faut être stratège, parce que si on veut imposer la cause animale et gagner, si vous traitez les chasseurs de pervers, vous n'allez pas gagner. Il faut comprendre leur construction mentale. Pourquoi pour eux, ça leur donne de la gloire de dominer un animal. Il y a des constructions sociales qui sont liées à des images de la virilité, qui sont liées à tout ça. Il faut comprendre tout ça. Donc c'est très difficile. Mais votre question, vous voyez, c'est très étonnant parce que en philosophie, la philosophie, c'est pas le militantisme. La philosophie, c'est rigoureux. C'est la recherche de la vérité. C'est la recherche de l'argument. C'est sobre. C'est pas... L'engagement est second par rapport à la recherche de la vérité. Et là, la cause animale, elle ne peut pas faire qu'on reste neutre. Donc c'est un... Vous voyez, c'est quelque chose en moi qui est en tension. Hein. Il y a une réflexion philosophique, surtout moi je suis philosophe politique, donc j'élabore aussi une théorie politique, pas que pour moi, pas que pour les véganes, donc il y a l'idée de quelque chose qui peut être généralisable, universel, et puis il y a cette cause qui est liée aux autres, mais qui est quand même... voilà, donc il y a différents niveaux, il faut faire attention... Voilà, la philosophie, c'est pas de l'idéologie. Hein, vous voyez bien la différence? L'idéologie, c'est des slogans. La philosophie, c'est l'esprit critique. C'est accepter d'avoir tort. C'est changer d'avis. C'est chercher sans forcément savoir à l'avance ce qu'on va trouver. Hein. C'est vraiment un amour de la vérité. Le militantisme, on est toujours... Déjà, on sait ce qu'on veut et on veut l'imposer. Vous voyez? Donc, c'est des tensions. Faut-il avoir subi un grand malheur pour avoir de la compassion, notamment envers la cause animale? Je ne sais pas. Je pense que chacun éprouve, enfin chacun a son histoire. Néanmoins, je crois que pour être sensible à la souffrance d'autrui, et comme disait Lévi-Strauss, du plus autrui de tous les autrui, c'est-à-dire d'un être si différent de nous qu'on ne le comprend parfois pas. L'insecte, pensez bien, le serpent, l'alligator.
pour être sensible à la souffrance de l'autre, qui ne me ressemble pas, dont je ne fais pas le tour, qui n'habite pas avec moi, c'est vrai que je crois que pour sortir de soi, il faut être un peu brisé. Enfin, en tout cas, il faut, quand on est trop, et voilà, je vais revenir à un philosophe qui est pour moi le philosophe qui a le plus compté, c'est Emmanuel Lévinas. Vous avez peut-être entendu parler, français, d'origine lituanienne, né en 1905 ou 6, je ne sais plus, dans une petite ville de Lituanie, naturalisé français dans les années 30. Ça lui a sauvé la vie puisqu'il a été dans un stalag et pas gazé à Auschwitz, mais dans un stalag, un camp de travail pendant 4 ans quand même. Il est revenu, il n'a pas fait de carrière à l'université, mais c'est le plus grand, à mon avis. Et Lévinas, il travaille justement sur le fait, qu'est-ce qui fait que je suis sensible à l'appel d'autrui, à la mortalité d'autrui, à l'appel d'autrui, au fait que je ne vis pas seulement pour moi. Il a une expression, les philosophies, souvent, ont été des philosophies du pour soi, dit-il. C'est-à-dire des philosophies où chacun vit pour soi, se définit par sa liberté, par les droits auxquels il a droit, c'est mon droit, il en parle dans un texte sur les droits de l'homme. Chacun se définit par le pour soi, c'est des philosophies de la liberté où le sujet se définit par ses projets, et finalement autrui, bon, on ne va pas lui faire du mal, surtout que les lois punissent les dommages créés à autrui, mais on ne va pas s'intéresser à lui. Or, lui va faire une philosophie où l'éthique est désintéressement. L'éthique est pensée à la lumière de la catégorie du dérangement, de la sortie de soi. L'éthique n'est pas la source de l'éthique, c'est pas la loi morale dans ma raison, comme chez Kant, c'est pas les conventions sociales, c'est le visage de l'autre. C'est qui n'est pas la face physique, qui est la présence d'autrui. Le fait qu'autrui existe, autrui je n'en fais pas le tour, autrui je ne peux pas l'inventer, autrui je le cite, je le reçois au-delà de ma capacité. Jamais j'aurais pu l'imaginer. Il échappe à ma maîtrise, il échappe à ma conscience et justement, c'est ce qu'il appelle la transcendance d'autrui et c'est pour ça qu'il parle du visage. Pourquoi il ne dit pas l'homme? Parce qu'un être humain est toujours unique et est toujours différent ou échappe au concept. Vous avez un concept de coupe-papier. Vous pouvez en dessiner 10 000. Vous prenez la définition, comme chez Sartre, vous en définissez 10 000. Vous, je ne peux pas avoir de définition de vous, ni de vous, sur un dictionnaire. Donc, il n'y a pas de concept. Donc, vous avez un visage. C'est ça que veut dire le visage. Le visage déchire le sensible. Ça veut dire que même votre silhouette, votre regard, tout ça, je le vois, mais vous êtes au-delà. Votre signification excède votre phénoménalité. Le visage, ça veut dire ça. Et donc, la manière dont autrui m'apparaît, c'est déjà quelque chose qui montre que je ne suis pas seule au monde et que l'existence de l'autre m'oblige. Et donc, la catégorie majeure de la philosophie, c'est celle de responsabilité. Pas d'obligation. L'obligation, c'est par exemple, bon, ben, on est prof, on est obligé de faire ses cours, quoi. Même quand on a envie d'aller à la piscine. Bon, on a pris un engagement, on est bon. La responsabilité, c'est l'idée d'être atteint. Donc on revient à cette question, ce choc. C'est l'idée d'être atteint par l'autre. Je ne retourne pas à moi-même. Eh bien, pour moi, il y a un appel de l'animal qui est différent de celui de l'appel d'autrui, de l'autre humain. Il y a l'autre, l'animal est un autrui, ce qu'il est, son existence m'oblige. Eh bien, les forêts sont, il y a des habitants dans les forêts, donc quand on les déforeste, on crée un dommage aux orang-outans. Les animaux, leur existence nous oblige, on ne peut pas les détenir n'importe comment. Leur besoin de base, le besoin des poules d'étendre leurs ailes, limite de l'intérieur mon droit d'en faire ce que bon me semble. Donc, je n'ai pas une souveraineté absolue sur eux. Eh bien, c'est ça la responsabilité. Donc, l'éthique est désintéressement. L'éthique est réponse à l'appel d'autrui, de tout autrui, l'autre humain et les animaux. Donc, voilà. Et moi, pour être sensible à cet appel, faut déjà comprendre qu'on n'est pas seul au monde, qu'on n'est pas tout puissant. Et voyez, là, je crois qu'on approche sur quelque chose de fondamental. C'est que je crois que notre société est fondée sur la démesure et la toute-puissance. On a fait de l'humain une sorte de tyran, qui a un rapport despotique aux autres vivants, à la nature, qui croit que tout est à son service. Et la pensée qui, moi, m'inspire, ne rabaisse pas l'humain. Je pense que l'humain a une spécificité. L'humain n'est pas comme les animaux.
Nous avons une responsabilité. Mon chat n'est pas responsable des générations futures. De toute façon, un chat, c'est vraiment la pourrie. Ça pense beaucoup à soi. Hein, vous avez remarqué. Hein, bon. Donc nous avons la capacité à nous projeter dans la vie des autres, à être responsables des autres vivants, y compris des êtres dont on ne voit pas le visage, les générations futures qui n'existent pas. Et ça, c'est une spécificité. Hein, vous voyez, on peut être intéressé par la cause animale sans dire que les humains et les animaux sont les mêmes. C'est pas vrai, ils sont pas mêmes, c'est pas pareil. Mais justement, nous avons un privilège de responsabilité. Et moi, je crois que pour être sensible pour entendre cet appel au plus profond de soi, mais hors de soi, eh bien, il faut être un peu dans l'inquiétude. Inquiétude, ça veut dire qu'elle n'est pas en repos. Il ne faut pas être, vous savez, comme un pacha. Il n'y a que le chat qui a le droit d'être un pacha. Mais il ne faut pas... Et je pense que la souffrance, parfois, la vulnérabilité, c'est voilà la blessure, c'est ce qui ouvre une brèche dans l'être. Mais malheureusement, parfois certaines blessures rendent les gens méchants et font que justement, ils sont dans le ressentiment et la haine. Donc vous voyez à quel point c'est difficile. Mais rappelez-vous cette idée de la responsabilité. Cette idée de... En fait, il faut bâtir une société où l'humain n'est pas seulement pensé comme liberté, comme projet, comme pour soi, où il est capable d'entendre l'appel des autres, humains et non humains, et donc se sentir responsable, c'est-à-dire répondre individuellement à cet appel, pas se décharger sur les institutions. La responsabilité est toujours personnelle, individualisée, et chacun à son niveau. Et je crois que c'est ça l'avenir. Et c'est peut-être ça l'éthique. Et d'ailleurs, pour Lévinas, l'éthique, c'est ça. C'est la responsabilité. C'est pas la morale. Il faut. Non, mais il y en a marre. Et il faut. Hein. Non, c'est pas le devoir. Finalement, le respect, ou plutôt la considération envers autrui, ça découle pas des obligations, des devoirs. C'est vraiment quelque chose qui est une atteinte. Mais c'est pas seulement douloureux, hein, puisque parfois, par exemple, je vous disais tout à l'heure, la beauté, l'émerveillement, wonder en anglais, l'émerveillement et l'étonnement. Bon, les animaux sont très beaux, parfois étonnants, de grâce. Vous voyez un éléphant, bon, de courage, ou même un chat. Hein. Moi, je suis comme Jacques Dutronc. Je les regarde comme ça, je suis béat. Ils sont beaux, ils sont... Eh bien, les animaux, l'émerveillement qu'on a devant eux, c'est aussi quelque chose d'essentiel. C'est une clé pour apprendre à les regarder comme ils sont et à désirer qu'ils s'épanouissent selon leurs normes propres, sans en faire des objets, sans les encager. Moi, c'est pour ça que j'aime pas les cirques, même les zoos, parce que je trouve qu'on les met en boîte. Un éléphant ou un hippopotame, qui est un animal semi-aquatique. Un hippopotame, ça vit toute la journée en groupe et immergé à peu près jusque-là, voire plus, dans l'eau. Et le soir, ça broute énormément d'herbe. Dans les cirques, notamment, moi j'ai fait une tribune il n'y a pas longtemps sur Jumbo, un hippopotame qui a 30 ans, qui est détenu par le cirque Muller à Toulouse. Je l'ai fait dans l'IB, j'ai mis plein de gens pour la co-signer, parce que bon... Hein. Mais... One Voice veut le retirer. Il y a une procureure a fait une saisine le 25 et le 26 février pour le libérer. Et il y a eu de la violence avec les circassiens. Donc il est encore là. Mais cet hippopotame, il est dans un camion toute la journée et il y a ça d'eau. Et le soir, on lui donne et il sort juste dehors une demi-heure. Donc 23h30 sur 24, il est enfermé dans le camion. Il sort très peu. Vous voyez, un hippopotame, s'il n'a pas d'eau, bon, c'est très lourd, l'eau lui permet de se soutenir. Donc il a énormément de rhumatisme et tout, et on lui donne la nourriture de cheval, donc inadaptée à ses besoins. Vous voyez? Mais les circassiens, ils ne peuvent pas plus. Un hippopotame, bon, c'est difficile à gérer, quoi. Je veux dire, de l'eau, il faut environ 50 000 litres d'eau pour s'en sortir. Hein. Donc, si vous voulez... voilà, hein, on est dans... Et pourquoi ils ont un hippopotame? Parce que c'est évidemment, c'est sûr que c'est exotique. Hein. C'est sûr que pour attirer... En plus, c'est un animal qui ne participe pas au spectacle, qui sert simplement à attirer le chaland, quoi, le client.
Donc du coup, c'est des aberrations, mais moi je ne condamne pas les circassiens, ils ont fait ça toute leur vie. Ce qu'il faut, c'est les aider à se reconvertir, et il faut retirer l'animal, qui quand même souffre beaucoup, et l'amener, il y a un sanctuaire qui l'attend en Afrique. Hein. Mais là, vous voyez, l'État français ne fait rien, c'est dommage, parce que les circassiens, ils n'ont plus d'argent. Il faut les aider pour évoluer. Il faut pas, je pense que, et là, on est dans une situation d'affrontement qui a été terrible. Le 25, il y avait les camions, il y avait tout, les gendarmes, la police était là, hein, et puisque le procureur avait ordonné la saisie de l'animal. Et le cirque Muller, il en est venu aux mains, il a menacé, ils ont eu peur qu'il y ait un mort. Hein. Donc ils ont arrêté. Vous voyez que tout est hors la loi. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut défendre la cause animale sans être violent. Là, il s'agit de respecter la loi. Le procureur est d'accord, il y a eu des expertises, les gendarmes étaient là, il y avait les camions pour saisir l'animal, et tout était là. Il y a de la violence, les circassiens, parce qu'ils se sentent seuls, ils se sentent pointés du doigt. C'est compliqué pour eux. Hein. Et l'État ne veut rien voir, puisqu'après, il y a eu des lettres envoyées, et même après ma tribune, au ministère de l'écologie. Circuler, il n'y a rien à voir. Donc, vous voyez que c'est une cause qui pointe aussi les dysfonctionnements de l'État. J'aimerais beaucoup, si vous pouviez, pour mes premières, mais peut-être aussi pour les terminales, revenir sur le concept d'individuation. Très bien. Alors, l'individuation. On va frotter les notions, comme disait Socrate. Individuation, ça fait penser à individu, un tout solitaire, indivisible, mais c'est pas ça. L'individuation, ça décrit un mouvement, un processus, c'est-à-dire quelque chose qui prend du temps, où je deviens moi, où je ne suis pas n'importe quel moi, mais moi. Parce qu'en latin, si vous faites du latin, idem et ipse. Idem, c'est la même chose. Bah ça, c'est finalement pareil, quoi. C'est deux gobelets, un plus petit, un plus grand. Il n'y a pas une positivité de la différence. Mais vous deux, ben vous n'êtes pas les deux exemplaires de la même espèce. Vous avez chacun un visage, une différence. Et ce qui compte, c'est cette positivité de la différence. Donc l'individuation est un mot qui souligne l'ipséité, c'est-à-dire l'identité personnelle. Pas un moi, mais moi. Qui suis-je? Et l'individuation, c'est le processus qui prend du temps par lequel je deviens moi en affirmant ce à quoi je tiens. Ce que Ricoeur appelait l'attestation morale. Alors, vous avez fait de l'allemand? Oh, c'est dommage. Alors, l'allemand. L'attestation, Bezeugung, qui vient, B-E-Z-E-U-G-U-N-G, qui vient de la même racine étymologique que Zeugnis, témoignage, der Zeuge, le témoin, et que Überzeugung, conviction. L'attestation morale, c'est-à-dire l'autonomie morale, qui suis-je? C'est le fait d'avoir des convictions dont on se porte garant ou garante. Donc, l'individuation, c'est le fait de formuler et d'affirmer ce qu'on appellerait aujourd'hui les valeurs auxquelles on tient. Pas le chocolat blanc ou rouge, ou noir. En fait, du chocolat vegan pour moi, s'il vous plaît. Pas d'aimer des choses, par exemple, la justice. Par exemple, dire que la justice, c'est la structure de base d'une société, que c'est quelque chose pour lequel il faut se battre, qui implique une certaine égalité entre les êtres, une réduction des inégalités sociales. Ah bah ça, c'est une valeur qui définit un engagement politique, une attestation morale. Donc l'individuation implique ce processus de subjectivation où je prends conscience des valeurs auxquelles je tiens, auxquelles je crois, conviction, Überzeugung, et je m'en porte garant dans ma vie. Mais ce n'est pas seulement ça. L'individuation, ça va plus loin, pour moi. L'individuation, ça désigne un deuxième volet, un deuxième mouvement de ce processus par lequel je deviens moi. Ça désigne le moment où je prends conscience, pour moi, de mon appartenance à un monde plus vaste que moi. Je nais, j'arrive dans le monde, à un monde plus vieux que moi, où il y a des ordinateurs, la démocratie, les droits de l'homme, des éléphants. J'arrive dans un monde plus vieux que moi, fait du patrimoine naturel, culturel.
des générations passées, présentes. Je suis née, donc du coup je suis plus vieille que moi-même, j'ai des ancêtres qui expliquent que je porte ce patrimoine génétique que je n'ai pas choisi. Je ne suis pas au début de ma vie. Vous avez remarqué, comme notre condition humaine extraordinaire, nous ne nous sommes pas donné la vie. Hein, on ne s'est pas dit, tiens, là j'ai envie d'y aller. Hein, puis je vais me donner telle tête. Hein, non, 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 et je vais choisir ses parents. Non, ça arrive là. Hein, donc nous ne nous sommes pas donné la vie et nous venons d'un fond inimaginable d'ancêtres qui remonte à, comme disait Ricoeur, Paul, philosophe français excellent, bon, que Macron dit aimer, hein, on lui laisse. Mais, eh bien, c'est un philosophe qui disait, il y a une liaison ombilicale des vivants en moi. Le fait d'être né fait que je suis plus vieille que moi-même, hein, et que je ne suis pas à l'origine de mon commencement. Avant ma liberté, il y a d'autres qui ont décidé de me faire venir, mais qui n'avaient pas programmé que j'aurais cette tête. Moi, par exemple, mes parents, s'ils avaient imaginé qu'ils auraient une philosophe végane, je pense que je m'aurais fait. Hein. Bon, donc voilà. Donc du coup, la prise de conscience de mon appartenance à un monde plus vieux que moi et du lien profond que j'ai avec les autres vivants, animaux vulnérables, ce que je vous ai décrit tout à l'heure, quand moi, avec mes visites d'hôpitaux, je me disais, oui, mais les animaux aussi sont vulnérables, ils meurent, ils ont mal, ils ont peur. Ils sont comme nous sur ça. Le lien profond qui m'unit aux autres vivants, en particulier à ces êtres-là, devient un savoir vécu, une évidence. Vous voyez, le savoir intellectuel, les concepts, ce qu'on avale, et puis il y a un moment où ce savoir, il est incorporé, il devient profond, il devient partie constitutive de vous. Et à ce moment-là, votre conscience se transforme, il y a un élargissement de votre conscience qui fait que, et c'est mon cas, vous ne vivez pas seulement pour vous. Vous pensez toujours, vous avez comme horizon le monde commun. Ce monde fait des générations passées, présentes, futures, fait du patrimoine naturel, culturel, la démocratie qu'il faut soutenir, qui est actuellement en danger, les animaux. Tout ça, ça devient comme un horizon, une épaisseur de votre existence. Hein. Voilà. Et cet élargissement de la sphère de votre considération fait que vous ne pensez pas seulement à votre pomme, fait que votre regard, votre manière d'être, et même quand vous mangez, vous y pensez aux animaux, vous y pensez à la planète. Et du coup, vous n'avez pas besoin qu'on vous dise « trie tes déchets, fais pas ci, fais pas ça ». Ça devient une habitude. Donc l'individuation désigne ce processus très personnel où j'ai des valeurs auxquelles je crois, mais aussi ce processus d'élargissement de mes intérêts, de la sphère de ma considération, qui, loin de faire que je sois mystique, m'individualise. C'est-à-dire, fait que j'arrive à trouver ma place singulière dans ce monde. Parce que, en fait, la grande question de l'existence, c'est trouver sa place dans ce monde. Personne ne vous attend. Vos parents vous ont fait. Donc, ils ont intérêt à vous attendre quand même. Hein. Mais, même si vous les surprenez, mais vivre, Heidegger disait, c'est porter le fardeau de l'être. Hein. C'est vrai qu'il faut se débrouiller avec ça, la mort qui viendra. La contingence, la déréliction, vous savez ce que Sartre disait, on est jeté là dans ce monde, il reprend ça, la Geworfenheit, à Heidegger. Oui, moi je suis très philo-allemande, de temps en temps ça. Mais Sartre qui disait, vous savez, voilà, il prend ça, Heidegger, on est jeté là dans ce monde, finalement on ne sait pas ce qu'on fout. Et c'est vrai que, d'ailleurs moi quand j'avais votre âge, je me demandais ce que je faisais. J'avais le sentiment d'être happé. D'être happé. Je ne savais pas, bon. Et donc, comment trouver sa place dans ce monde où personne vous donne des repères pour exister? Le sens de l'existence, on ne l'a pas comme ça. Hein? Il y a une absurdité, il y a... Et puis, vaut mieux pas s'adonner à... Vaut mieux pas trop, vous comprenez, la liberté fait partie de ce processus d'individuation. Il ne faut pas, je crois, mettre toute son assiette, comme disait Montaigne, dans le regard des autres. Du genre, c'est bien d'être amoureux, mais enfin bon, il
faut aussi être soi. Pas être la marionnette de quelqu'un, quoi. L'émancipation. Sortir, être soi, être libre, mais aussi pas une liberté vide. Et donc, du coup, vous voyez, je pense que nous, humains du 21e siècle, c'est un peu difficile pour nous d'exister. Parce que moi, j'avais des grands-parents très chrétiens, très catholiques. Mais pas cool, à l'époque où les cathos étaient cool. Très tolérants. Mais ils allaient à la messe tous les dimanches, ils croyaient en Dieu. Et eux, pour eux, et quand ils sont morts, bah, ils croyaient au paradis. Hein. Pour eux, la foi les soutenait. C'est évident. Ils priaient, bon. Je pense que nos grands-parents avaient un sens à leur vie lié à ce rapport à la transcendance. De même, vous avez eu peut-être dans votre famille des gens qui étaient très engagés politiquement ou dans la résistance, ou communistes, enfin vous savez dans les années 70, très militants. Ben, c'est pareil, ils avaient le sentiment qu'il y avait une mission dans l'existence, il fallait faire advenir un pouvoir politique. Et nous, quand on était à l'école, moi quand j'avais 18 ans, les lycées étaient, il y avait plein de communistes. Hein. C'était qui était le plus trotskiste communiste, enfin on ne savait pas, bon. Donc c'était, chacun avait un but à son existence qui transcendait, qui dépassait sa petite vie personnelle. Vous êtes né dans un monde où il n'y a que le capitalisme, il n'y a que les gadgets, la consommation. Il n'y a rien d'autre. Sauf ceux qui croient en Dieu et tout, mais enfin en ce moment, bon. Hein. Mais, donc, il y a un vide. C'est plus difficile de trouver un sens à sa vie quand il y a ce vide. Et moi, je pense que la philosophie peut surtout pas remplacer Dieu, hein, et ces idéologies qui étaient dogmatiques, parce que nous, moi je me rappelle, moi j'ai eu des profs de philo terribles. Descartes par Marx. Non mais Descartes par Marx, c'était Marx du matin au soir. Du coup, moi j'ai été dégoûtée de Marx pendant longtemps. Je ne pouvais plus le supporter. Parce que c'était du matin au soir. Je veux dire que fallait voir Marx chez Platon, quoi. Non mais ça va, hein. Donc c'était idéologique. Donc il y a une liberté, mais là je veux dire, c'est très important. Et moi je crois que l'écologie aujourd'hui et la cause animale offrent l'occasion de combler ce vide. Pas n'importe comment, mais vous voyez la conscience d'habiter dans un monde commun, d'avoir quelque chose de commun avec les animaux, tout en étant très différents d'eux, bah, ça donne un sens à notre existence, et ça veut dire que... Et chacun fait ce qu'il veut après. Mais je pense qu'on peut chacun essayer de transmettre un monde habitable. À son niveau. Et vous savez la bonne nouvelle, c'est que par exemple, quand on devient végétarien ou végane, et qu'on n'achète plus de cuir, enfin qu'on se débrouille, à pas avoir des actes de consommation qui créent un dommage à la planète, aux animaux ou aux gens, bah c'est qu'on n'a pas besoin de défiler dans les rues. On est... Vous savez, les gens qui parlent de consomme-acteur. Quand on mange, quand on achète un vêtement en connaissant la traçabilité, l'origine, eh bien, on fait de la politique sans prendre une carte au parti, sans avoir à défiler dans les rues. Et ça, c'est génial. Vous vous rendez compte, en pleine mondialisation, on n'arrête pas de vous dire que vous n'avez pas de poids, que vos représentants ne vous représentent pas, en changeant votre style de vie, en achetant autrement, en mangeant autrement, vous dites la place que vous conférez aux autres humains et aux non-humains au sein de votre existence, vous dites quelles sont les valeurs dont vous portez garante, vous vous engagez. La manger est un acte éthique, politique, économique qui vaut tous les bulletins de vote, parce qu'en plus, ça a un impact majeur sur l'économie. Le jour où on n'achètera plus de fourrure du tout, et regardez ce qu'a fait Gucci, le jour où tout le monde se précipitera sur tous les produits véganes et tout, vous verrez qu'il y en a qui auront du fric à faire et ils en feront. Donc, dans un monde comme le nôtre, là, le fait de manger autrement, et manger, c'est génial, parce que c'est ce qu'on ingère. Non, mais attendez, regardez l'acte, le symbole, la signification de l'acte de manger. Vous incorporez quelque chose d'extérieur, vous le faites passer à l'intérieur. Il n'y a rien de plus intime. En tout cas, il y a de l'incorporation, il y a la réceptivité. Donc ça veut dire que, vous comprenez, moi quand je disais à mes parents, moi je ne veux pas ingérer de la torture, j'ingérerai pas un cadavre.
plus tard que s'il est loisible de manger cher. Et toi, tu me dis pourquoi je suis végétarien, mais moi je te dis comment t'as fait pour manger un être qui avant voulait vivre, bêler, crier. Manger, incorporer de la souffrance animale, jamais. Mais vous vous rendez compte, changer ses styles de vie, mais c'est l'acte le plus important qu'on puisse faire dans une vie. Et moi, quand j'ai commencé, quand j'ai été végétarienne, j'écrivais moins à l'époque, hein, mais je me suis dit, au moins, comme ça, c'est ma manière de participer au monde. Et puis j'ai eu un sentiment d'estime de moi-même, parce que j'ai eu le sentiment que par mes changements modestes de consommation, eh bien, je vivais plus en harmonie, en conformité que ce que je pensais. Et ma foi, c'est beaucoup ça pour l'estime de soi. Enlever l'estime de soi à quelqu'un, vous lui enlevez tout. Et eh bien, je pense que dans un monde comme le nôtre, se réconcilier avec soi-même, ça passe par le fait, là où on peut, d'arriver à vivre un peu en conformité, voire beaucoup, avec ce qu'on pense, sans créer de dommages à autrui, sans céder à la tyrannie du bien, sans devenir violent et sans faire la police végane. Mais soi-même, l'attestation, l'individuation. Donc vous voyez, c'est vraiment intéressant. Et ce qui est intéressant, je pense, c'est qu'il n'y a pas de recette. Chacun fait ce qu'il peut. Et c'est là la considération, l'éthique de la considération, j'insiste beaucoup sur ça. Le fait que nous sommes seuls et sans excuses, comme disait Sartre. Sans excuses parce que responsable, mais seul. Il n'y a pas de plan de vie, quoi. Je veux dire, qui dirait c'est une vie réussie? Ce sera un imbécile, celui qui donnerait le programme. Mais il y a peut-être des étapes, et la liberté, l'individuation, voir comment soi-même on peut construire ce monde commun, habitable, mettre sa petite pierre pour nous mettre sur une trajectoire qui ne nous envoie pas dans le mur, mais qui arrive à quelque chose de plus vivable, plus juste, ça me semble être intéressant et ça donne une épaisseur à son existence. Et on n'a pas besoin de Dieu, on n'a même pas besoin d'avoir une carte politique, et on reste libre. Et la liberté, c'est important. Comme les chats, ils sont libres, indépendants. C'est mon modèle, c'est mon aporie, mais c'est mon modèle. Pas tout à fait, mais bon. Mais c'est une très bonne question, l'individuation. En tant qu'animaliste, vous défendez le droit des animaux. Donc pensez-vous qu'il faut qu'on accorde des droits à tous les animaux, quels qu'ils soient? Alors, les droits, c'est une grande question. Ils sont différenciés. Ce n'est pas les droits de l'homme. Accorder le droit de vote aux cochons, ça n'aura aucun sens. Hein? Bon, donc on ne va pas prendre les droits de l'homme et les plaquer sur les animaux. Première chose. Deuxième chose, les droits, il y a une histoire de la théorie des droits des animaux. Cette histoire, elle a échoué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on change. La première vague des juristes et philosophes s'étant penchés sur la question des droits des animaux a cherché à protéger ce qu'on appelle leur inviolabilité. Locke, grand philosophe anglais, disait que le droit est une barrière protectrice que je mets entre le monde et moi pour me protéger, garantir mon inviolabilité contre les autres. C'est-à-dire, je ne serai pas transformée en moyen pour les fins d'autrui. Le droit est un atout, comme dans un jeu de cartes, parce qu'il est opposable, et c'est ça qui permet de me protéger contre les autres qui pourraient me piquer mes organes, me transformer en esclave, etc. Mais vous voyez qu'en appliquant cette catégorie de droit négatif, protégeant l'inviolabilité des animaux, eh bien, qui est assortie d'interdiction, interdiction de les conduire à la mort provoquée, puisque protégeant leur droit à la vie et aux conditions de la vie, vous voyez bien que c'est incompatible avec la plupart des pratiques, avec l'élevage, avec la captivité, etc. Donc la première vague de la théorie juridique des droits des animaux, qui étaient des droits négatifs, liés à des interdictions, interdit de faire ceci, cela, n'a été que des droits sur le papier, abstraites. C'est pourquoi, depuis quelques années, moins d'une décennie, des juristes se sont penchés sur la transformation de la philosophie des droits des animaux. Ce sont des droits positifs et non négatifs. C'est-à-dire qu'au lieu de dire on va leur accorder des droits universels de base, un peu comme ceux des droits de l'homme, sans le droit de vote, mais protégeant leur inviolabilité, on va surtout chercher à
définir les obligations concrètes que les humains ont à l'égard de différents types d'animaux. On n'aura pas des interdictions, mais des obligations. Des exemples. On n'a pas les mêmes obligations envers son chat et son chien qu'on élève, qu'on met chez soi, qu'on a domestiqué, domus, à emmener à la maison, et qui on doit le couvert à son chat et son chien, et on doit lui donner son abri, etc. Mais le lion dans la jungle, vous n'allez pas lui offrir une gazelle pour son petit-déj? Non, vous n'avez pas les mêmes devoirs à l'égard et obligations à l'égard des animaux sauvages et à l'égard des animaux domestiques. Envers les animaux domestiques, vous devez les soins, le couvert et tout ça. Envers les animaux sauvages qui ne veulent pas vivre avec vous, qui veulent vivre sur leur territoire, selon leurs normes propres, vous avez l'obligation de respecter ce territoire, de ne pas empiéter sur leur habitat, de ne pas le fragmenter, et si vous le fragmentez ou le détruisez, de réparer. Les obligations concrètes à l'égard des droits des animaux sauvages ne sont pas les mêmes qu'à l'égard des animaux domestiques. Enfin, troisième catégorie, les animaux qu'on appelle liminaires, qui ne sont pas domestiques, qui sont un peu sauvages, comme les pigeons, les écureuils, les renards, les rats, mais qui souvent vivent à proximité de nos maisons, nos jardins, parce qu'ils y trouvent un peu de nourriture. Ces animaux, vous voyez que c'est un groupe très différent. Les écureuils, on les aime bien, les rats, pas trop. Eh bien, souvent, on les appelle nuisibles, vous voyez ce que je veux dire. Donc, souvent, ces animaux liminaires, nous n'avons pas le devoir de leur donner le couvert. Imaginez, vous nourrissez tous les rats. Vous allez être envahis. Bon. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut les éradiquer. Donc, il faut trouver des solutions pour limiter leur population, donc pas laisser vos poubelles traîner, mais en même temps, leur laisser la possibilité d'exister. Les pigeons, par exemple, et la question à Paris, vous savez que la ville de Paris a une politique de dératisation très brutale. Dans d'autres villes, et au lieu de dératiser, on a essayé de limiter, parce que bon, en plus, les rats, on rend des services. Certains nettoient comment on dit, les tuyaux, les égouts. Eh bien, voilà. Donc, du coup, mais vous voyez, c'est difficile. En tout cas, les devoirs qu'on a à l'égard de ces animaux liminaires sont différents des devoirs qu'on a à l'égard des animaux domestiques et sauvages. Donc, ça veut dire que les droits qu'on leur conférera seront des droits différenciés, mais positifs, c'est-à-dire formulant, montrant quels devoirs, quelles obligations nous avons à leur égard. Et le point de départ de ces droits, attention, le droit est un outil juridique, le droit est une fiction. Le droit est une invention humaine, liée aussi à l'écrit, Hobbes. On n'a pas le droit, eh bien c'est une manière de cartographier le réel, d'orchestrer le chaos de nos existences et d'indiquer des limites à ce qu'on doit faire ou pas faire. Mais, donc le droit c'est humain, c'est les humains qui l'inventent. Mais ça ne veut pas dire que les humains, leur point de vue est la source du droit. C'est-à-dire qu'on ne va pas être nous comme des humains, on dit tiens, l'écureuil c'est sympa, donc il a la vie, le rat, on le tue parce qu'il ne nous plaît pas. Non, le point de départ des droits par nous conférés, ce sera justement les animaux qui non seulement sont sensibles au sens où ils éprouvent la douleur, la souffrance, le plaisir, mais aussi au sens où ils sont capables, compétents, où ils ont une agentivité, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'exprimer leurs besoins, leurs préférences individuelles et de nous la communiquer. Donc les droits sont la traduction humaine, très humaine, de ce que les animaux sont en droit d'attendre de nous. Vous voyez à quel point, là, on est passé, d'ici il y a quelques années, à une théorie extrêmement subtile des droits des animaux, qui permet de faire, pas seulement du cas par cas, mais de faire quelque chose de différencié, qui n'a rien à voir avec l'image qu'en donnent les médias, qui disent que les gens qui veulent donner des droits aux animaux vont mélanger les humains, les animaux, mettre tout dans un sac. Et je finirai par dire que la question des droits des animaux, toujours un pluriel, est très importante, mais les droits, vous savez, ça ne suffit pas. La justice, c'est plus important que les droits. Les droits, c'est important, mais surtout leur application. Et par exemple, moi, je connais assez bien la législation européenne. Si vous prenez l'exemple de la directive européenne sur l'expérimentation de 2010, c'est un texte d'une beauté et d'une sagesse extraordinaire. La directive européenne
a sorti en 2010 un texte sur l'expérimentation animale qui est un texte de transition signalant à l'article je ne sais plus quoi que l'animal a une valeur intrinsèque, intérieure, donc ce n'est pas un instrument pour nos fins, et que la règle des 3 R, c'est-à-dire réduire le nombre d'animaux sacrifiés pour l'expérimentation, les remplacer dès que c'est possible par des modèles non animaliers, par exemple des déchets chirurgicaux, etc. Et donc réduire, remplacer et raffiner, c'est-à-dire avoir des anesthésiants anesthésier et pas faire des piqûres à vif et tout ça, ou des chirurgies à vif. Hein. Donc cette règle des 3 R qui était seulement morale, vous voyez ce que je veux dire, morale, oui, bon, on va le faire, elle devient contraignante juridiquement. C'est-à-dire, mais le problème des directives européennes, c'est que l'Europe, c'est une fédération. Chaque État est souverain. Donc ça veut dire que chaque État doit traduire dans un décret la directive européenne. Et la France, en 2013, en février 2013, a pondu un décret qui est de l'hypocrisie totale. C'est-à-dire que la règle des 3 R, réduire, remplacer, raffiner, que la directive européenne jugeait contraignante, c'est-à-dire qu'aucune expérimentation ne pouvait avoir lieu si les laboratoires n'avaient pas prouvé qu'elle était nécessaire et qu'on ne pouvait pas remplacer l'animal par un autre modèle. S'il n'avait pas prouvé que c'était un doublon, qu'elle n'avait pas déjà été faite, etc., etc. Et qu'en plus, il y avait obligation des laboratoires à s'engager à découvrir de plus en plus et à appliquer les solutions, les modèles non animaliers. Je peux vous en parler. Hein. Il y a des modèles aujourd'hui, vous savez, quand on travaille dans le laboratoire ou qu'on essaie de voir ce qui marche sur un traitement, souvent les modèles informatiques marchent beaucoup mieux que les modèles animaux, il y a les déchets chirurgicaux, il y a des travaux sur les cellules, etc. Il y a une avancée technologique extraordinaire qui permettrait, je cite un texte de la directive européenne, de remplacer environ 85% des animaux sacrifiés dans les laboratoires pour la santé. 85%. Et la France, qui est quand même un pays qui va mal, qui est malhonnête sur ça, dans son décret, a dit que la règle des 3 R était soumise à l'appréciation d'un comité d'éthique dont les membres seraient choisis par le laboratoire. Mais ça n'a rien à voir avec le texte de la codirective européenne. De fait, depuis toutes ces années, la France n'a fait aucun progrès au niveau de l'avancée vers des modèles non animaliers. Je ne dis pas, vous voyez, qu'il faut supprimer du jour au lendemain les modèles animaux, hein. Mais vous voyez qu'il y a on avait un texte extraordinaire de transition qui devait amener les pays à se mettre un peu sur la trajectoire, peut-être pas aussi vite que d'autres, chacun à son niveau. Vous voyez, la transition, c'est ça. On a un objectif et puis chacun fait ce qu'il peut, selon les contextes, pour se mettre sur la trajectoire. Certains iront vite, certains, parfois, ils n'ont pas l'argent, oui, moins. C'est ça, la transition. Il y a une idée, puis le contexte, on fait ce qu'on peut, mais on y va. Là, c'est, non, on ne veut pas voir, on nous fait de l'alibi éthique. Le problème, l'Europe est un très bon levier sur la cause animale. Le problème, c'est, l'Europe, vous savez comment ça se passe. Hein. Il y a des commissions européennes qui proposent des directives ou des règlements, et ils sont décidés en Conseil des ministres, les eurodéputés, mais aussi les ministres des États membres. Et quand vous avez le ministère de l'écologie et de l'agriculture en France qui se pointe, il bloque tout. Exemple, en mai l'année dernière, sous Nicolas Hulot pourtant, il y avait la Commission européenne qui avait proposé qu'on suspende la chasse à la tourterelle des bois, laquelle a perdu 80% de sa biodiversité en 30 ans. La France s'y opposait. Non mais je ne l'invente pas. Donc, vous voyez, le problème du droit, c'est qu'il y a de très bonnes lois, mais pas appliquées, et que, vous voyez, même au niveau européen, il y a des problèmes, et quant aux lois non appliquées, moi, à chaque fois que j'ai attaqué gentiment, mais dans une tribune, par exemple, là pour Jembo, l'année dernière pour Maya, et là pour Maya, ça a marché, parce que Maya, l'éléphante, elle a été libérée. Là, ça a quand même été un de mes succès. Hein. Mais si vous voulez, là, moi je pointe, j'avais intitulé sur Maya l'éléphante, Maya, la détresse de Maya ou l'impuissance du droit, c'est que les quelques arrêtés qui existent en France, par exemple 2011 pour les cirques, fixant les conditions de détention des cirques, des animaux dans les cirques, ne sont même pas respectés.
C'est-à-dire que même les lois nationales qui existent, qui ne sont pas géniales, mais en certains domaines, ne sont même pas respectées. Et là, un procureur qui décide de saisie 25-26 février, elle n'a même pas lieu. Vous vous rendez compte, l'état de non-droit. Donc moi, je me sers du fait que la cause animale pointe aussi l'état de non-droit. Et ça aussi pointe le fait qu'en France, on est capable de causer et d'inviter un vegan et un non-vegan qui vont s'écharper dans les médias, se traiter de tous les noms, mais on n'est pas capable de décider de pistes communes qui permettraient de sortir les circassiens de leur misère et d'améliorer la cause des animaux et d'arriver peu à peu à interdire les cirques dans les villes, mais quand même en faisant attention aux gens qui vivent de ça et qui quand même ont beaucoup de mal. Donc c'est un problème politique, vous voyez. Et le droit, il faut faire attention, souvent les gens se réfugient derrière le droit en pensant que le droit c'est une baguette magique. Le droit souvent pour l'appliquer, et dans la cause animale, les lois sont rarement appliquées. Ça c'est... Il y en a, mais elles sont très mal appliquées. Donc du coup, ce qu'il faut voir, c'est la question politique. Comment vraiment faire en sorte que non seulement la cause animale s'inscrive au cœur du politique, mais aussi comment déjà faire appliquer, et vous voyez, c'est nuancé. La politique, ça veut dire qu'on est tous ensemble, on appartient à une communauté politique, que notre politique est une zoopolitique, parce que les animaux comptent aussi, ils ne votent pas. C'est vrai que c'est nous qui décidons pour eux souvent, mais on peut faire en sorte qu'on améliore leurs conditions, qu'on tienne compte de leurs besoins de base, et on peut négocier entre nous, en trouvant ce que j'appelle, moi, une formule que j'utilise souvent, des accords sur fond de désaccords. On va trouver des accords, même si on n'a pas les mêmes horizons, mais c'est ça la politique. La politique, c'est une manière de trouver, de ne pas effacer les différences, de même pas effacer les conflictualités, puisque les différences, les différends, les conflictualités font bouger la société. Mais c'est une manière de faire en sorte que ça n'exclut pas la co-institution d'un bien commun. Et je crois que la cause animale, si elle n'avance pas dans notre pays, c'est l'indice aussi de notre incapacité à délibérer pour construire, pour déterminer des règles de la vie en commun où on arrive quand même à s'entendre, même si on est très différents. Donc je pense que, vous voyez, d'où le côté stratégique. La cause animale est importante pour elle-même, mais elle pointe les dysfonctionnements. Et c'est pourquoi je crois que des jeunes s'en emparent, en l'associant au reste, sans oublier les humains, sans oublier les acteurs, sans oublier l'écologie. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas séparer tout cela. Je crois que c'est vraiment essentiel pour qu'on sorte de ces impasses, qui sont des impasses pas seulement éthiques, mais politiques et civilisationnelles. Merci beaucoup.